après la pointe de vitesse qu'il a poussée hier sur le dernier tronçon de l'autoroute Lille-Marseille, le président Pompidou est ce matin à Lyon. Il y a quelques instants, le chef de l'État vient de prendre la parole en public depuis l'hôtel de ville. Et tout de suite, avec François-Henri de Virieu, nous suivons les principaux moments de cette visite. Instant, je pense, quelques secondes. Voilà. C'est avec 14 minutes de retard sur l'horaire officiel que le président de la République, qui venait de Mâcon par l'autoroute, est arrivé à l'hôtel de ville. De nombreux Lyonnais se pressaient déjà sur la place des terreaux, devant l'hôtel de ville où M. Georges Pompidou devait recevoir les honneurs militaires. C'est, vous l'entendez, aux accents des allobroges que le président de la République passe maintenant en revue les troupes avant de se faire présenter les parlementaires du Rhône et le bureau du Conseil général. Accueilli sur le perron de l'hôtel de ville par M. Louis Pradel, maire de Lyon, et par le préfet de région, M. Georges Pompidou, se fait expliquer les détails du plan de rénovation de la ville qui doit notamment permettre de faciliter la traversée du quartier de la gare de Perrache qui sera pratiquement reconstruit au-dessus du tracé urbain de l'autoroute Lille-Marseille. Le cortège devait se rendre ensuite dans le salon de l'Abondance où le maire de Lyon prononce une allocution de bienvenue. Il rappelle le passé de la cité de Lyon qui, après 20 siècles d'histoire, a su bondir dans le XXe siècle. En peu de temps, la traversée de Lyon pourra se faire sans rencontrer de feu rouge et notre ville sera la seconde cité du monde après Los Angeles à se trouver dans un tel cas. Je n'ose pas tout à fait vous contredire. Il me semble tout de même que la voie express rive droite sur Paris ne doit pas avoir de feu rouge, mais je ne le jurerai pas. Pour cet grand institut international du cancer que nous avons également décidé ensemble avec M. Marcellin, à l'époque ministre de la Santé, et dont j'espère, comme vous me l'avez demandé, j'aurai la possibilité de l'inaugurer. Et enfin pour ce métro dont nous parlons, n'est-ce pas, à chaque fois, qui fait figure d'un rêve et dont je comprends fort bien que vous ayez à un certain moment envie de voir le rêve se matérialiser. J'espère et je souhaite, et la présence de M. le ministre de l'Équipement sur ce point devrait vous servir, j'espère et je souhaite qu'à l'occasion de la mise au point définitive dans les prochaines semaines du 6e plan, nous aurons la possibilité de décider effectivement la mise en œuvre au moins de la première tranche du métro lyonnais. Il s'agit dans tous les domaines de créer sans détruire, de rénover en partant de ce qui est, et en commençant par la base, au lieu de prétendre imposer des superstructures technocratiques à nos structures traditionnelles. Il s'agit de fonder l'évolution et la modernisation de ces structures traditionnelles sur le principe de liberté individuelle et collective qui est notre règle d'or dans les rapports sociaux. Il s'agit en un mot d'organiser la démocratie locale en s'appuyant sur le libre choix de nos collectivités, choix que l'État se doit d'orienter par l'incitation et non d'imposer par l'arbitraire. À la base, nos communes, dont il est certain qu'elles doivent, en milieu rural, se grouper, en milieu urbain, s'associer étroitement et même se fondre, par le jeu des syndicats intercommunaux, des communautés urbaines, des fusions de communes aussi. À ces collectivités historiques, on doit donner le maximum de souplesse, de liberté et par suite de responsabilité. C'est le but
de la politique de déconcentration, de décentralisation, de suppression de la tutelle, de réforme des finances locales, politique que j'ai invité le gouvernement à mettre en œuvre activement et obstinément. Il en est de même, tout naturellement, à l'échelle du département. Collectivité enracinée profondément dans nos habitudes nationales et qui doit rester le cadre privilégié dans lequel sont réalisés la plupart des équipements collectifs afin d'assurer une dispersion suffisante sans tomber dans le double emploi et le gaspillage, afin aussi de servir de support administratif à ces villes moyennes dont je disais tout à l'heure que leur rôle doit aller grandissant. Et la région, dira-t-on? Eh bien, la région doit être conçue non comme un échelon administratif se surimposant à ce qui existe, mais avant tout comme l'union de départements permettant la réalisation et la gestion rationnelle des grands équipements collectifs. Elle est, pour les départements, ce que sont les syndicats intercommunaux pour les communes. Elle permet à l'État de déconcentrer les responsabilités en évitant de créer un écran supplémentaire, en même temps qu'elle permet aux départements de déléguer une partie de leurs attributions lorsque les questions en jeu dépassent le simple cadre départemental. Pour me simplifier, je dirais que la région doit être l'expression concertée des départements qui la composent, et non pas un organe de mise en tutelle de ces départements. Il y a lieu sans doute de s'interroger sur l'instauration à l'échelon régional, face aux préfets représentant l'État, d'une représentation élue. Il me paraît probable qu'au fur et à mesure qu'aura été mise en œuvre l'augmentation des libertés et des responsabilités de nos collectivités locales, une telle représentation apparaîtra nécessaire, conçue comme une émanation de ces collectivités et complétée par un organisme de consultation des éléments sociaux et professionnels de la région.